Alors, c'est une très bonne remarque, hein. C'est le problème du TDAH, c'est qu'à un moment donné, il n'impacte pas que l'école et la famille, il impacte aussi les relations sociales. Pour une raison qui est très simple, et la troisième composante, c'est l'impulsivité. C'est des enfants qui n'ont pas de filtre. Alors, c'est une qualité aussi. Ils disent ce qu'ils pensent et ils pensent ce qu'ils disent. Après, ils le regrettent. Mais c'est trop tard. Et ils disent des choses blessantes. C'est pour ça que je leur apprends, je ne sais pas si vous étiez là il y a un mois, mais je leur apprends le stop, think and go. Systématiquement, avant de dire quelque chose, même à ton copain, même à ta meilleure amie, même arrête-toi, réfléchis, vas-y. Parce que ceux-là, ils vont dire des trucs qui fait qu'à un moment donné, s'ils blessent le caïd de la classe le plus populaire, eh bien, l'enfant va être victimisé. Je compare, pour répondre à votre question, oui, ils sont plus à risque d'être victimisés, d'être harcelés. Et je les donne comme image le paratonnerre. C'est eux qui attirent la foudre en permanence. C'est toujours sur eux que ça tombe. Et en plus, le problème, c'est qu'ils sont vite stigmatisés. C'est-à-dire que parce qu'une fois ou deux fois, il a fait une remarque qui était incongrue, dès qu'il y a quelqu'un qui va dire un mot, le prof se retourne, c'est celui-là qui va se faire reprendre. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est plus à risque à cause de ce trouble du neurodéveloppement. Il faut expliquer aux profs qu'ils ne le font pas exprès et que c'est à risque d'être toujours considéré comme le vilain petit canard et que c'est douloureux pour lui au niveau de l'estime de soi. Bonjour, moi je suis enseignant en Ulysse Collège, et c'est un peu plus un témoignage qu'autre chose. Euh, Moi j'enseigne, les programmes me demandent d'enseigner l'anglais donc à des élèves 10, déficients intellectuels, TDAH, troubles du comportement, un peu tout. Et j'ai l'impression que ce que je fais ne sert à rien, ou presque rien, mais ça fait partie des programmes et quand ils feront une formation professionnelle, il y aura de Mais l'anglais. oui, Donc il faut que je continue à leur enseigner l'anglais. Mais voilà, je trouve que pour moi, c'est quelque chose de compliqué. Je sens que c'est pour beaucoup d'élèves, quand on commence l'anglais tout de suite, bah, ils préfèrent ne pas être là, quoi. mais du coup, est-ce que vous voyez une grosse différence entre l'oral et l'écrit? Je fais pratiquement que de l'oral. Vous faites que de l'oral. Même à l'oral, ils sont en difficulté. Oui, je sais qu'il y a j'ai des rituels, quel jour on est aujourd'hui, quel temps fait-il, etc. Il y en a, ça fait 6 mois que je fais ça. Il y en a, ils n'ont toujours pas compris la question. Ouais. Alors oui, c'est sûr que c'est compliqué pour eux. Je trouve que quand même cette génération, elle est moins en difficulté avec l'anglais à l'oral pour des raisons très simples et qu'ils écoutent de la musique anglophone et ils regardent des séries. Et je leur dis, tous mes enfants dyslexiques regardent les séries en anglais sous-titrées en français. Donc, ils n'aiment pas perdre du temps, les enfants de notre génération. Donc, tu vas pouvoir te faire plaisir en regardant Prison Break ou en regardant Breaking Bad. Tu le vois en anglais, donc à ton insu, et puis tu es obligé de lire le truc. Alors, ils n'aiment pas trop, hein, parce que ça, ils ne peuvent pas faire autre chose en même temps, mais rien que ça, déjà, ça donne du sens au fait d'apprendre l'anglais aussi, et ils l'apprennent de façon ludique. Mais sinon, le programme formalisé, c'est très compliqué pour eux. Donc, merci de votre témoignage, puis merci d'être là aussi en tant qu'enseignant, parce que c'est aussi à vous que ça s'adresse. Un TSA, c'est un enfant intelligent, mais qui, alors lui, sa difficulté, on ne sait pas exactement où ça se passe dans le cerveau, mais on sait comment ça se passe. C'est une difficulté à comprendre les codes sociaux, d'une part. Et c'est une difficulté à comprendre les intentions d'autrui, d'autre part. C'est-à-dire que ce qui les met en grande difficulté à l'école, c'est qu'ils ont des comportements aussi sans filtre, mais pas le sans filtre comme le TDAH qui coupe la parole, qui dit une ânerie, qui dit quelque chose de blessant et qui après le regrette. Lui, il le dit parce qu'il le pense. J'adore mes patients TSA, hein, j'en ai beaucoup. Et je sais que je peux compter sur eux et sur leur loyauté. C'est-à-dire que quand je les vois une fois par an, et quand je dis bonjour, je pense à Timothée, bonjour Timothée, ça va? Il me regarde, il me dit, tu as vieilli. Je dis, bah, ok. Et à aucun moment il le regrette, et à aucun moment il imagine que ça peut être blessant. Or, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça les met en porte-à-faux quand même avec les autres. Parce que, contrairement au TDAH qui, lui, après, va reconnaître son erreur, lui, il ne la reconnaît pas, parce que c'est pas une erreur, il a raison. Il a raison dans le fond de dire ça. Ce qui ne sait pas, c'est que ça ne se fait pas. Donc, le point fondamental pour que votre petit garçon s'épanouisse, et ils peuvent très bien s'épanouir, et puis comme je le disais tout à l'heure, ils sont très recherchés, les TSA dans l'entreprise actuellement, parce qu'ils sont fiables, ils sont très fiables. Il faut absolument qu'ils rentrent très vite dans ce qu'on appelle une prise en charge qui est centrée sur les habilités sociales. C'est-à-dire qu'ils sont dans un petit groupe de 2 ou 3 enfants
Et là, on va dire, ben voilà, on va mimer une scène où dans une classe, il y a quelqu'un qui prend la parole, ou tu rentres dans un magasin, et on leur apprend les codes sociaux. Puisqu'ils ne pas les codes sociaux, on va lui apprendre. Donc oui, ils peuvent très bien s'épanouir. Et puis, alors moi, ce que je vous conseillerais, si vous avez l'impression qu'il est stigmatisé, ça marche pour tout, hein, ça marche pour les dyslexiques, mais ça marche surtout pour les TDAH et pour les TSA. Il a quel âge? 6 ans. Même à 6 ans, vous l'accompagnez éventuellement, faire un petit exposé en classe au début de l'année en disant voilà ce que c'est que le TSA. Et puis si vous trouvez des petits, j'en ai une de 8 ans qui fait ça pour le TDAH, des trucs ludiques que vous trouvez sur Internet, sur YouTube, et d'un seul coup, les autres ont un regard complètement différent sur lui. Et éviter donc un jugement qui est pas de bon, quoi. Ah, c'est la mission de l'école d'accueillir tous les enfants. C'est la mission de l'école. Pour les enfants, c'est bien, les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, et pour les autres aussi. C'est quand même l'éducation à la citoyenneté aussi, de reconnaître qu'on n'est pas tous pareils, voilà, qu'il y a des différences. Et je trouve que c'est enrichissant. Mais vous avez une idée derrière. Pourquoi vous êtes un peu déçu par le système d'inclusion, c'est ça? Le fonctionnement des classes, oui. Oui. Oui, je vois beaucoup d'enfants en souffrance. Je les vois quand je passe dans le couloir, des regards où quand est-ce que tu me prends? Parce que vraiment, je souffre en classe. Et ça, j'en vois beaucoup. Mais alors, ils souffrent parce qu'il y a une méconnaissance de la part de certains profs ou une méconnaissance de la part des enfants. Je crois que c'est ça. Peut-être pas assez d'explications. Ça, c'est ma mission, justement, en tant que personne ressource, d'expliquer davantage aux équipes et aux autres enfants. Donc, je suis en train de préparer justement un dossier à ce sujet-là, mais je voulais avoir votre avis sur cette école inclusive qui, pour moi, est loin, loin, très loin Oui. d'être... Mais surtout qu'on demande, on connaît tellement mieux maintenant les différences, qu'on demande aux enseignants quotidiennement une gestion de l'hétérogénéité qui est incroyable. C'est-à-dire qu'un quart de la classe a son ordinateur, son AVS. Il y a parfois des écoles, où il y a des classes où il y a plusieurs AVS. Mais en même temps, c'est l'évolution d'un pays civilisé qui donne sa chance à tout le monde. Et puis alors, vous allez me dire que je suis désespérément optimiste, mais je suis très optimiste avec cette génération qui arrive, la génération alpha, ceux qui sont nés depuis 2015. Je n'en ai pas parlé de ceux qui étaient là la première fois parce qu'on a un manque de recul. Mais regardez ce qui est en train de se passer et on ne verra plus, je vous le promets, dans les 10 ans qui viennent, on ne verra plus des enfants qui s'autorisent à stigmatiser, enfin on en verra moins, à stigmatiser les enfants. Regardez comme la génération alpha, la nouvelle génération, ceux qui sont nés entre, on va dire, 2010-2015, comme c'est ceux qui portent la lutte anti-sexiste, anti-racisme, etc. Et il y a toute une génération là qui est en train de se fabriquer autour de l'acceptation de la différence. Alors, ça va se faire doucement, hein, mais je suis assez frappé du nombre de gamins jeunes qui, qui nous disent des trucs comme, vous m'avez entendu dire ceux qui étaient là il y a 3 mois, ça ne se fait pas. On ne doit pas dire ça. On ne doit pas se moquer de ces enfants-là. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui commence vraiment. Et je trouve que c'est très rafraîchissant de voir cette génération. Et maintenant, ça ne règle pas votre problème de l'école et des moyens qu'on peut attribuer à l'école. Mais vous savez, rien que déjà de savoir que ça existe, cette différence, ce trouble du neurodéveloppement, de savoir qu'on peut, même à un petit niveau, mettre en place des aménagements, éviter de l'interroger devant tout le monde, de tenir compte de sa particularité, à partir du moment où déjà on le sait, c'est bien. Et puis, vous avez raison, à un moment donné, moi le premier, je dis aux parents, stop, comme pour mon petit gars, là, stop, là, on va lui faire du mal en le maintenant à tout prix dans cette classe-là, alors qu'il y a des classes, effectivement, ça existe des classes pour dysphasiques ou des ULIS, même s'il trouve du spectre autistique, où il ne sera pas confronté quotidiennement à la difficulté. Il y a tout un enjeu là, à voir à quel moment eh bien, le bénéfice est moins important que le risque. C'est ce rapport-là qu'il faut évaluer. Le problème des enseignants, c'est le même problème que les médecins, c'est-à-dire que tout ce que je vous ai dit là, et mes confrères peuvent confirmer, on ne l'a pas appris à la fac. On a 0 heure de cours à la fac, toujours, hein, sur le TDAH, la dyslexie, etc. Donc on est obligé de se former. Et les enseignants, c'est pareil. Donc on leur demande de gérer un quart d'une classe qui a des troubles, en tout cas des particularités, sans avoir appris.
mais on se forme ensuite. Mais voilà, il faudrait qu'il y ait une formation à la source. Ce type de discours, j'ai un diplôme universitaire que je fais pour les médecins, mais qu'on fait aussi pour les enseignants, à l'INSPE, c'est-à-dire la formation des maîtres. Mais ce DU, qui s'appelle Diplôme universitaire neuropsychologie, éducation et pédagogie, il est encore sous le principe du volontariat, et c'est ceux qui sont intéressés qui le font, et ce n'est pas encore à la source. Donc, c'est là que je pense que le plan que voulait déclencher Gabriel Attal, et qui, de toute façon, va exister, il va être centré aussi sur ça, sur la formation des adultes, des enseignants, des médecins, etc. Alors, pour répondre à votre question, si elle n'a pas le temps, c'est compliqué pour elle. Elle a toute une classe à s'occuper. Mais il faut avoir la volonté de le faire. Et moi, ce que je leur dis souvent, c'est, vous pouvez pas. Il y a beaucoup de profs qui sont très perfectionnistes. J'arriverai pas à faire tout. Je vous demande pas de tout faire. Je vous demande de faire un peu. Euh, une enseignante m'avait dit, mais je peux pas m'occuper que de lui. Je dis, mais oui, vous pouvez pas vous occuper que de lui. Mais je vous demande de vous occuper aussi de lui. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire toute la panoplie de tout ce qui est marqué pour les troubles 10, mais déjà, la reconnaissance, c'est ce qu'il faudrait répondre à cette personne qui a posé la question. Rien que la reconnaissance, déjà, c'est important. Pour l'enfant, comme pour la famille, comme pour l'enseignant. Alors, la cinquième, honnêtement, franchement, je dis ça depuis longtemps et de plus en plus de parents me disent, vous avez raison, c'est surtout pour les enfants à haut potentiel. C'est compliqué. Pour différentes raisons. D'abord, la cinquième est un peu une répétition de la sixième. Un. Deux, quand vous êtes intelligent, en CM2, vous en avez marre, donc vous êtes content de rentrer en sixième, vous allez bouger, vous lever, changer de prof, etc. Et la cinquième, vous avez plus cet effet de surprise, de nouveauté, qui fait que d'ailleurs, vous avez TDAH ou haut potentiel, vous avez besoin de nouveauté. Ensuite, en cinquième, et surtout si vous avez un an d'avance, le décalage commence à se voir. C'est-à-dire que, imaginez que vous rentrez en cinquième à 11 ans, les autres ont 12 ans, voire 13 ans, pubères, avec pas du tout les mêmes préoccupations, et ils se retrouvent avec ce petit qui est plus petit qu'eux, qui est prépubère. Moi, j'ai connu ça, hein, j'ai fait une puberté très tardive, et ils ne supportent pas ce petit qui n'est pas toujours ajusté dans ses réponses, mais avec eux, qui n'a pas de filtre, mais qui sait quand même pas mal de choses, etc. Et c'est un risque de harcèlement. Et le risque de harcèlement, il est majeur pour les enfants intelligents en cinquième. Voilà. Et j'ai constaté, et beaucoup de gens l'ont constaté aussi. Merci. Donc, il faut être vigilant. Ça ne veut pas dire voilà, qu'il faut rester les bras ballants. Il faut être vigilant, s'assurer que c'est bien une école où il va être compris et il va être soutenu. Et puis, lui poser la question. Je ne connais pas de gamin harcelé à qui on ait posé la question les yeux dans les yeux. Donc, pour moi, ça fait partie de ma consultation. J'ai raté ma consultation si j'ai oublié de demander ça à un gamin qui n'aime pas trop l'école. Et je ne connais pas d'enfant qui se fait harceler où les yeux dans les yeux, je lui dis, dis-moi franchement, est-ce que mon grand, est-ce qu'il y en a qui t'embêtent à l'école? Non, ça va. Non, mais est-ce qu'il y en a parfois qui t'insultent? Ouais, mais ce n'est pas grave. Donc, il faut leur poser la question. Et le drame des enfants harcelés, c'est que souvent, on ne leur a jamais posé la question.